Et bonsoir, nous nous retrouvons sur le plateau de Charente Libre à nouveau aujourd'hui dans la rue Hergé pour une nouvelle émission en direct du FFA. Et je suis ravie d'accueillir pour ce troisième rendez-vous Blandine Lenoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la réalisatrice d'Annie Colère, l'un des 10 films en compétition pendant ce 15e FFA. Et si je suis ravie de vous recevoir, c'est parce que moi, personnellement, et je ne veux pas le cacher, j'ai adoré ce film. Merci. Qui nous plonge donc en 1974 dans le MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Pour la liberté. Pour la liberté, pardon. Et alors, ma première question est simple. Est-ce que vous pouvez me parler d'Annie? Qui est cette femme? Annie, c'est une ouvrière qui est pas malheureuse, qui a un mari gentil, 2 enfants, enfin les choses vont bien. Et puis en fait, elle est enceinte sans le vouloir et puis elle cherche à avorter. Et ainsi, elle rencontre le MLAC et cette rencontre va bouleverser sa vie, quoi. Alors, elle est brillamment interprétée par Laure Calamy, qui a remporté un César en 2021 pour son rôle dans Antoinette dans les Cévennes, qui a aussi joué dans vos 2 précédents films, Aurore et Zouzou. Ce rôle d'Annie, vous l'avez écrit pour elle? J'ai pensé à elle tout de suite, je lui en ai parlé tout de suite. Elle était tout de suite d'accord? Laure, elle est très professionnelle, donc elle va pas dire oui sans avoir lu un scénario, mais je lui dis voilà, je me lance dans cette... parce que c'était un gros travail de recherche, et voilà, ça a été... Enfin, finalement, 18 mois d'écriture, c'était pas si long, mais bon, ça a été quand même une grande plongée dans tout ça. Et je la tenais au courant au fur et à mesure, elle lisait des versions au fur et à mesure, et puis donc elle était très enthousiaste à l'idée, mais si je lui avais livré un scénario qui lui avait pas plu, elle l'aurait pas fait, donc oui. Voilà. Mais oui, moi, ça m'a... J'aime beaucoup Laure pour plein de raisons, déjà parce que c'est une immense actrice, mais aussi parce que c'est une amie, parce que politiquement on est au même endroit, parce que avec la confiance qui circule entre nous, on a du coup une grande liberté de création ensemble, quoi, parce que moi je sais qu'elle saura me dire, bah là je pense que ça va pas, et elle sait que quand je la dirige, on sait qu'on va dans la même direction, quoi. En gros, donc du coup c'est très très agréable. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est née votre volonté à vous de faire ce film? En fait, depuis une dizaine d'années, et puis depuis plusieurs films, je m'intéresse à toutes ces questions d'avortement, de contraception, d'éducation sexuelle, etc. Et l'avortement, tout particulièrement, depuis une dizaine d'années, je suis très attentive. Depuis que j'avais vu des images de manifestations à Madrid, une foule immense qui manifestait contre le droit à l'avortement. Et ça, c'était il y a 10-12 ans. À partir de là, voilà, je me suis beaucoup intéressée à ce sujet, que ce soit en Europe, dans le monde, y compris en France. Et donc moi, je voulais mettre... Et puis après, j'ai connu toute l'existence du MLAC et je me suis rendu compte à quel point personne ne connaissait, ou très peu de gens connaissent cette histoire qui est tellement fondamentale. Et voilà... je ne sais pas comment dire, le MLAC en fait c'est beaucoup de choses, ça parle d'avortement mais ça parle aussi d'émancipation, d'éducation, de la force du collectif, il faut se souvenir que les lois s'arrachent de haute lutte, qu'on ne nous les donne pas comme ça, par sympathie. C'est beaucoup de choses quoi, qui sont passionnantes, et puis c'est vrai que... en France, on apprend beaucoup l'histoire avec les grands hommes. Enfin là, en l'occurrence, une grande femme qui est Simone Veil. Et c'est bien de se souvenir qu'il y a des luttes avant que les lois arrivent. Et ça me paraît très important aujourd'hui. Alors, il y a 3 ans, quand je commençais le financement du film, même il y a 18 mois, on me disait encore, mais c'est vraiment une question, l'avortement? Bon. Alors là, c'est une question, et en fait, elle la pose à la fin, Annie, dans le film. Elle dit... on a gagné, en gros, la loi est passée, mais dans 20, 30, 40 ans, 50 ans, si on change de gouvernement, cette question risque d'être remise à l'ordre du jour. C'est une lutte de tous les jours, en fait. C'est-à-dire que je pense que toutes les lois qui ont été gagnées par la mobilisation citoyenne, par les grandes manifestations, par... la désobéissance civile, comme c'est le cas avec le MLAC, ces lois-là, comme elles ont été arrachées avec les dents, elles sont toujours en danger. C'est-à-dire que dès qu'on baisse la garde, c'est fragile. Là, on peut le voir, par exemple, aux États-Unis, avec cette terrible décision de la Cour suprême.
ils sont aussi en train de remettre en cause immédiatement les droits LGBT, quoi. Oui. Tout ça, c'est-à-dire que dès qu'on... Et pareil, en France, le mariage pour tous a été arraché de haute lutte, vraiment. Et même si, comme Veil, Taubira a défendu la loi avec beaucoup de force, c'est aussi parce qu'il y avait une grosse mobilisation. Et je pense que un gouvernement d'extrême droite en France remettrait en cause les droits à l'IVG et les droits des homos, j'en suis persuadée. Oui. C'est vraiment des droits qui sont très liés. Alors, on a aussi sur notre plateau Marie-Aimée, à qui je n'ai pas dit bonsoir encore. Marie-Aimée, bonsoir. C'est pas grave, bonsoir Julie. Elle était là depuis longtemps avec nous dans l'agence, donc j'ai oublié de la saluer sur le plateau, mais rassurez-vous, je l'ai quand même saluée quand elle est arrivée tout à l'heure. Marie-Aimée, qui est notre chroniqueuse ciné, et évidemment que si elle a des questions, elle peut les poser. Alors aussi. moi j'ai une question, j'en ai deux. Premièrement, avez-vous rencontré des médecins qui pratiquaient les avortements clandestins en fait avec le MLAC et puis ma deuxième question, aujourd'hui, rencontrez-vous des réticences vis-à-vis de votre film? Alors pour la première question, oui, je me suis beaucoup documentée pour écrire ce film parce que c'est quand même une époque que je n'ai pas connue et qui est assez complexe à comprendre politiquement, etc. J'ai rencontré des anciens médecins et des anciennes militantes qui m'ont appris le geste de la méthode Karman. Ah oui. Ça a été un moment très émouvant. Une de ces militantes, dans son petit 2 pièces, m'a sorti de sous son lit une valise avec tout le matériel intact. Et elle m'a regardée, elle m'a dit il faudrait le mettre dans un musée, mais on n'en a pas. Et ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Et donc elles m'ont appris le geste. Il y en a même une qui est venue sur le tournage un jour, c'était très émouvant, parce qu'elle a eu l'impression de revivre complètement sa jeunesse d'un coup. Et ces gens-là ont vu le film, et c'est ma grande fierté, c'est que non seulement ils adorent le film, mais ils me disent on a l'impression qu'il y était, tellement tout est juste. Donc c'est ma très grande fierté. Et les réticences, je ne peux pas vous dire, pour l'instant, le film a été montré une fois à Locarno, Festival de Locarno, il y a 15 jours, là où on a eu le prix de la presse américaine. Et puis là, c'est les premières projections ici, donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Oui. Alors, dans son métrage, on en a parlé toutes les deux avant l'émission, il y a plusieurs scènes d'avortement, dont une assez longue, celle d'Annie, qui dure 6 minutes. Pendant ces 6 minutes, on voit la frayeur et même un peu de panique dans le regard d'Annie. Et pour autant, il y a beaucoup de tendresse dans cette scène, avec un chant magnifique. C'est complètement à l'opposé de l'image qu'on peut avoir des avortements clandestins de l'époque. Parce que c'est la méthode Karman qui a tout révolutionné. C'était vraiment une révolution, cette méthode d'aspiration qui faisait que les femmes souffraient peu. C'était sans aucun danger, c'était rapide, c'était gratuit. Donc moi, je voulais vraiment... C'est-à-dire que dans l'histoire du cinéma, il n'y a pas eu énormément de représentation de l'avortement, alors que bon, c'est quand même, ça touche une femme sur 2 en gros. Et c'est souvent des représentations assez sordides, sombres, glauques, ce qui est tout à fait compréhensible vu que c'était des avortements, des boucheries, quoi. Oui. Et donc là, je voulais vraiment mettre en scène ces avortements comme des beaux moments, c'est-à-dire que c'est des femmes qui ont des problèmes, on leur apporte une solution. Et ensuite, le MLAC voulait vraiment que cette intervention médicale devienne aussi une intervention sociale, d'émancipation. On parle aux femmes, on leur explique ce qu'on leur fait, donc on a moins mal quand on sait ce qu'on est en train de nous faire. L'anesthésie verbale. L'anesthésie verbale. C'est toute une façon de prendre en considération la personne tout entière et surtout d'arrêter de faire silence, quoi. C'est-à-dire que les femmes, depuis toujours et encore aujourd'hui, on leur demande de faire silence. Et là, c'est tout le contraire. Quand on a le droit de parler, on a le droit de dire si on a mal. C'était une mise en scène de la tendresse parce que la tendresse, c'était un mot écrit en toutes lettres dans la charte du MLAC. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est des femmes qu'elles sont tendres entre elles. C'est que prendre en compte tendrement quelqu'un, le soigner tendrement, c'est aussi remettre en cause la relation patient-médecin, toute cette condescendance, etc. Enfin, il y avait un film, c'est vrai qu'il y a eu peu de films, mais il y en a eu un, c'est la Palme d'Or du Roumain, là, 4 mois, 3 jours. C'est vachement violent. C'est très violent, voilà. Alors celui-ci n'est pas, exactement, c'était pas du tout violent. Non, il n'y a rien de choquant dans mon film. Et même alors on parle de la tendresse, c'est de la tendresse verbale, mais c'est aussi, ça passe par le toucher. Ces femmes, elles se prennent beaucoup dans les bras, elles se passent la main dans le dos. Elles se rassurent, en fait. Ouais. En fait, elles n'arrêtent pas de se dire, tu n'es pas seule. Et il y a plein de façons de le dire. C'est vraiment une classe de femmes qui se constitue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus... Il y a les bourgeoises avec les ouvrières, les médecins et les non-médecins, enfin tout le monde est ensemble.
Et c'est juste tout ensemble dans la lutte, et tous ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'hommes auprès d'elle. Hein. Parce que ce que ce film révèle aussi, c'est que d'une histoire très personnelle, elles font une lutte collective, ces femmes. Ça passe d'un seul coup dans une lutte politique. Pour Annie, c'est ça. Oui, mais c'est-à-dire que c'est pour ça que le MLAC a un mouvement qui est vraiment fascinant, parce que c'est beaucoup de gens, et surtout des femmes, qui sont rentrées en politique, pas par théorie. C'est parce qu'elles ont été traversées par une expérience intime, ça peut être leur propre avortement. Il y avait des femmes, elles avaient perdu leur meilleure amie suite d'un avortement clandestin, et beaucoup de femmes mouraient quand même. Hein. Donc c'est des gens qui rentrent en politique, mais sans en avoir vraiment conscience, sans avoir l'impression de rentrer en politique. Et en fait, c'est une façon d'agir très forte, c'est-à-dire qu'en rendant service aux femmes, c'est un acte politique. C'est ça qui est très beau. Et alors, vas-y, Marie. Comment vous présentez les hommes là? Ils sont un petit peu en porte-à-faux, notamment. Non, parce qu'il y a le mari d'Annie qui est lui-même politisé, syndiqué, il est tout à fait, il la soutient dans son combat, il trouve ça formidable, il est un peu surpris, parce qu'Annie c'était plutôt une femme, comme beaucoup de femmes de l'époque, assez discrète, assez soumise finalement à l'autorité patronale, maritale, paternelle, enfin toutes les autorités possibles. Mais il est plutôt avec elle et il la suit, il l'encourage jusqu'à ce que ça place. Comme dans plein de couples, si la vie familiale est en danger, voilà. Mais ça raconte aussi ce que c'est qu'être en couple ensemble sur la durée. Je crois qu'on évolue, et s'il y en a un qui évolue plus vite que l'autre, il faut aussi se laisser évoluer ensemble et s'accompagner. C'est ça le défi du couple, je crois, sur la durée. Ensuite, il y a les hommes médecins qui sont des jeunes médecins un peu fougueux, mais qui, de toute façon, comme ils ne sont pas des femmes, ils ne vivent pas ça de la même façon, forcément, que la jeune médecin Claudine, qui est interprétée par India Air, où elle, forcément, en tant que femme, elle s'identifie plus vite aux femmes sur lesquelles elle intervient, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a comme autre homme? Caravacas, un médecin qui est extrêmement humble et qui agit comme il peut, à sa place, de généraliste. Il y a juste l'ami de Oui, mais parce de qu'il en Marie. fallait un. Il en fallait un. Il en fallait un, un petit peu. Parce qu'il y en avait aussi des comme ça, bien sûr, qui sont. Puis surtout, pour moi, ça m'amusait beaucoup parce que c'est encore un discours aujourd'hui, quand les féministes revendiquent n'importe quoi, il y a toujours un type pour dire vous vous trompez de combat. C'est pas celui-là le bon combat. Et donc, ça m'amusait de remettre cette phrase vous vous trompez de combat parce qu'on l'entend tous les jours. Cette sélection pour la compétition au FFA, j'imagine que c'est une fierté pour vous? Ça me fait très plaisir parce que je ne connaissais pas ce festival, j'y étais jamais venue avec aucun de mes films. Et ce que je vois, c'est que les salles sont très pleines. Que, je ne sais pas, il y a quelque chose de très vivant, on sent les gens heureux d'aller voir des films et curieux, et c'est très agréable, quoi. Mais je n'ai pas encore montré mon film, c'est ce soir, là. Est-ce que vous allez en profiter pour aller voir Simone ce week-end? Si j'ai le temps, avec plaisir, oui, bien sûr. Alors, vous ne connaissiez pas le FFA, mais pour autant, vous connaissez la Charente, puisque je crois savoir que vous avez tourné un moyen-métrage ici il y a quelques années. Et j'ai tourné aussi Zouzou ici, et Monsieur la BO, j'en ai tourné 2 ici. Et Aurore, c'était pas loin, c'était à La Rochelle. Ah oui. Ça vous vient d'où, cet attachement au département? C'est un peu un hasard au départ, et puis il y a des super lumières ici. Franchement, quand on tourne l'hiver ou quoi, c'est super agréable. Et puis on est très bien accueillis. Eh bien, très bien. On vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci. On vous souhaite une bonne fin de festival alors. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, je vous raccompagne. On va continuer nous avec les coups de cœur de Marie-Aimée. Je vous laisse continuer votre soirée. Et donc on continue tous les deux, Marie-Aimée, et tu vas nous donner 2 coups de cœur que tu as dans ce festival et de films qu'on peut encore aller voir. Tu commences par lequel? Alors je vais commencer par Le 6e enfant, ouais. De Léopold Legrand, je crois. Hein. C'est son premier film. Il a dit d'ailleurs au public qu'il avait été jury étudiant à Angoulême. D'accord. Voilà. Et notamment quand le jury avait récompensé Sauvage et Scheherazade. Ah, ok. Pour ce 6e enfant, il a adapté un roman d'Alain Jaspard qui s'appelle Pleurer des rivières. Pleurer des rivières. Et il suit 2 couples. 2 couples qu'on pourrait trouver très antinomiques, très opposés. Parce que d'un côté, il y a
Meriem, mais je ne sais plus son nom d'ailleurs. Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Bon, ils sont ferrailleurs, ils sont gens du voyage, ils ont 5 enfants, oui. Ils n'ont pas un sou. Et arrive le 6e enfant. Donc, comment ils vont faire pour l'élever dans leur caravane? C'est un gros problème. Et puis pour eux. Voilà, qui se pose à eux. Et puis pour des raisons pénales, on va dire, ils rencontrent un couple d'avocats interprété par Benjamin Laverne et ça y est, je fais la mémoire. Benjamin Laverne et alors Sarah Giraudot. Sarah Giraudot, bien sûr. Ça, voilà, bien sûr, elle crève l'écran en plus. Je devrais m'en rappeler. Voilà. Et donc. Petit à petit, au cours de leurs problèmes avec la loi, ils en viennent à se demander si ils ne pourraient pas monnayer cet enfant. Donc, on est là dans un sujet de trafic d'humains, donc c'est très compliqué à gérer. Okay. Surtout qu'ils sont avocats tous les deux, donc ils savent ce qu'ils encourent. Ouais. Et puis, petit à petit, je ne peux pas vous raconter tout, mais ils vont trouver des solutions. Des bonnes et des pas bonnes. Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'il n'y a aucun jugement, que le grand aime tous ses personnages, qu'il les traite sans condescendance, il ne traite pas d'un milieu de gens du voyage d'un côté et de bourgeois de l'autre, bien au contraire, ce sont 4 individus qui ont des problèmes d'enfants. Et ce qui est remarquable, c'est la relation qui se noue entre ces 2 femmes, ce qui est vraiment très très émouvante. C'est un film... Je crois qu'il y a beaucoup de spectateurs dans la salle qui ont pleuré, tellement, okay. Voilà. Et moi, je le vois bien, pris du public. Ah oui. On verra bien. On verra. Voilà. Il y a beaucoup de paris. Tu fais beaucoup de paris. Moi, je fais beaucoup de paris. Oui. Sur Noémie dit oui, tu as aussi parié. Interprétation, mais alors, j'en reviens parce que finalement, il y a beaucoup d'autres actrices qui sont très bonnes, notamment Sarah Giraudot, tu fais bien de me le rappeler, parce que là, elle montre tout... un grand talent, quoi, qu'elle a évolué de film en film, et là, elle est vraiment remarquable. Hein. Okay. Mais Judith Chem, là aussi, Benjamin Laverne, qui est quand même un voisin, puisqu'il a grandi à Poitiers, et voilà, et Damien Bonnard aussi, surtout, c'est excellent. Voilà. Ok. Alors, le 6e enfant, on a encore une occasion pour le voir, c'est demain à l'Éperon, et c'est à 16h30. Et je crois que ton deuxième coup de cœur, c'est un film d'animation. Oui, ben, je trouvais que c'était bien de parler d'un film d'animation à Angoulême. C'est un film d'animation de Vera Belmont, d'après la bande dessinée de Michel Kiszka, je regarde bien comment ça se prononce, il s'appelle Le secret de mon père, voilà. Et donc c'est encore un film sur la Shoah, un de plus, mais avec le regard de la 2e génération, c'est-à-dire que Michel, donc le héros qui est aussi, c'est sa biographie, a un père qui a été rescapé d'Auschwitz et qui est toujours dans le devoir de mémoire, qui ne parle pas du tout de ça à ses enfants, mais en revanche qui va de conférence en conférence pour parler de ce qu'il a vécu. Et du coup, il prive sa famille d'un lien qu'il aurait pu aussi créer avec eux. Et donc, je pense que Vera Belmont a connu ça avec son père et qu'elle avait... la nécessité de raconter ça. Et pourquoi tu l'as aimé, toi? Je l'ai aimé parce que c'est un point de vue tout à fait différent sur la Shoah, c'est-à-dire que des rescapés. Alors je ne sais pas, il faudrait voir Simone Veil, justement Simone, comment ça s'est passé, mais j'ai aimé parce que c'est pas manichéen, c'est-à-dire ce père qui passe son temps à raconter ce qu'il a vécu de dramatique, de tragique, il prive son fils de relation, donc c'est pas tout à fait convenu comme regard, c'est ce qui m'a plu. Puis l'animation est très bien faite. Okay. Elle est, voilà, je pense que puis ça peut toucher tous les publics. Bon, alors malheureusement, il y avait une projection. C'était mardi à l'ouverture du festival. Oui, mais il va sortir en salle. Donc il faudra attendre la sortie en salle pour le voir. Voilà. Merci pour ces coups de cœur. Et nous, on se retrouve demain matin dès 10h pour rencontrer toute l'équipe du film L'école est à nous. Bonne soirée à tout le monde et à demain.